Bonjour à tous, je m'appelle Noémie et je studie le franco-provençal qui est une langue, non, je studie le fadara qui est une langue franco-provençale qui se parle d'un gioc à l'Italie méridionale. Peut-être, et comment je le fais? Ok, je continue en français. J'étais très contente quand Christian m'a parlé de cette école franco-provençale parce que je suis en train de travailler sur un projet avec un groupe de gens, Christian inclus, pour lier les gens qui parlent les différentes variétés de franco-provençal de partout dans le monde. Pourquoi? Pour commencer, ça c'est bon, le truc qu'on est en train de créer, ça s'appelle le franco-provençal global, FP global. Donc ça c'est monsieur ou madame le FP global. Et ici sont des thèmes que j'ai entendus hier et aujourd'hui pendant les diverses présentations que je trouve très bien liés. Donc si vous reconnaissez le vôtre, vous serez, j'espère, que vous aurez de l'intérêt dans ce que je vais vous dire. J'ai essayé de vraiment penser à tous les liens possibles. Fabio, je suis désolée, mais les regards ne sont pas vraiment. Je vous donne un moment pour voir les divers aspects des thèmes qui ont émergé dans ces 2 jours. Très intéressant et stimulant. Donc, si déjà vous vous êtes intéressé au projet de cet lien de développement d'un réseau de locuteurs de différentes régions, vous pouvez déjà vous lier. Ça, c'est pour, si ça vous intéresse, de vous connecter à un groupe WhatsApp qui s'appelle Franco-Provençal Global, et où vous pouvez visiter le site, et je vais vous expliquer les liens entre le groupe et le site, et le pourquoi et le comment. Donc, maintenant j'arrive au diapositif du titre, de pré-introduction. Je vais présenter un modèle sociolinguistique pour la revitalisation d'une langue par médias sociaux. Et je voudrais insister que quand on emploie le mot revitalisation au Canada, aux États-Unis, ça veut dire le soutenance. Ce n'est pas que les langues sont mortes, ils ont besoin d'être ressusciter, mais c'est juste de les soutenir et les aider. Et ceci, c'est un exemple de 2 locuteurs qui se trouvent à Faeto, qui se sont mariés à cause de moi et à cause de mes recherches. Donc, j'en suis très fière des liens qu'on peut faire en faisant ce genre de recherche. Donc, je vais me présenter un peu diachroniquement parce qu'il y a du monde ici qui se demande « Mais pourquoi cette Canadienne qui parle français canadien est ici et qu'est-ce qu'elle fait avec le franco-provençal ?» Donc, je laisse la version longue d'histoire à discuter plus tard. Mais disons qu'en 1992, je me suis trouvée à Faeto, qui est le village là-bas. Et en ce moment, je suis à Celle, qui est un autre village, même plus petite, à l'autre côté du Valais. Donc, en 45 minutes, on peut y arriver entre les deux à pied, ou en 45 minutes, on peut y arriver en voiture, parce que la route est un peu moins directe. Donc, ça, c'est dans les Pouilles. Et parce qu'on discute de la technologie, j'ai mon magnétophone caché là dans mon sac en attendant des locuteurs qui veulent parler franco-provençal avec une Canado-américaine qui ne parlait pas la langue.
Donc, j'interromps un peu la présentation de moi pour présenter un peu mieux la langue. Donc, le Fayda, c'est une langue qu'on appelle une langue de patrimoine redoublée, disons. Parce que, bon, le Fayda se parle ici au sud, et j'emploie le mot Fayda pour discuter et le Fayda et le Tchelese, parce que c'est trop long de dire le Fayda et le Tchelese chaque fois, mais il y a des villages avec leurs propres identités, et ils disent qu'ils ont leur propre langue. Donc, il y avait une migration de la région qu'on entend normalement quand on parle de la région franco-provençale ici. Il y a 800 ans, on ne sait pas exactement d'où, mais la meilleure possibilité, c'est de la région d'Isère ou peut-être Savoie. Donc, les isoglaces que vous avez présenté, que tu as présenté, Fabio, des croyances sur les loups-garous qui divisent Isère et Savoie, ça va être peut-être le flux final pour savoir d'où viennent les gens de Faeto. Et la semaine prochaine, quand je me trouverai à Faeto, je vais leur demander qu'est-ce qu'ils ont comme histoire des loups-garous. Comme ça, on va remettre même les loups-garous dans le projet. Donc, il y avait cette migration il y a 800 ans, de quelque part ici. À Faeto, on dit tu parles du Franciae. Donc, ils sont sûrs qu'ils viennent de la France et pas de l'Italie, mais on sait qu'il y avait des mouvements, des frontières, donc ça veut dire vraiment rien. Là au nord, comme vous savez, en particulier en France, la plupart des locuteurs sont assez vieux. Dans les photos ici, les vieux sont les locuteurs et les jeunes sont les sociolinguistes. Jonathan Castan il fait partie de cette équipe qui essaie d'initier ce projet. À Faeto et Tchele, par contre, tout le monde parle le franco-provençal, toujours. Même les jeunes sur les rues, à la maison, avec leurs amis, et quand ils jouent au foot, tout ça. Donc il y a des différences culturelles entre ces deux groupes, mais la raison pour laquelle on appelle le Fayda une langue de patrimoine redoublée, c'est qu'il y avait une seconde migration de Faeto et Tchele à l'Amérique du Nord. Donc on a des groupes de locuteurs de Faeto et de Tchele, au moins dans les villes alliées ici. Donc on a Canada, ici au nord, avec des locuteurs à Montréal et à Toronto et aux environs. Et puis Détroit, dans le Michigan, Cleveland, Ohio, Philadelphia, il faut dire comme ça, Philadelphia, si on parle Fayda, Bridgeport, Connecticut et Albany, New York. Au moins, et si on sait d'autres lieux où on trouve des locuteurs, comme le dire. Et si on connaît des communautés en Amérique du Nord qui parlent franco-provençal, mais pas depuis, je serais très contente de le savoir. D'accord. Donc, à Toronto, on a 2 générations qui parlent assez couramment la langue Fayda, y compris mon amie Vera, qui est une prof de français, et son frère qui travaille dans une mairie. Aux États-Unis, être de Faeto est une chose plutôt culturelle. On parle un peu de moi, mais on continue avec des pique-niques, de jouer aux boules, des changements. À Faeto, on ne voit jamais les filles, les femmes qui jouent aux boules, mais à New York, même les jeunes filles peuvent jouer. Donc on a peut-être une autre culture. Non. Quand je suis allée pour la première fois à Faeto dans les années 90, c'était le genre de locuteur avec qui j'ai passé beaucoup de temps. Donc, le seul
qui parlait souvent avec les gens vraiment hors du quartier était Mario qui gérait le seul hôtel, ce petit hôtel. Tu vois les displays, ça c'est combien de chambres il y en a. Et j'ai passé beaucoup de temps avec les vieux qui avaient beaucoup de temps libre à parler avec moi et de me laisser écouter et apprendre leur langue. Et comme je discutais à déjeuner, mais avec Teresa qui est partie, un peu moins de temps avec les femmes parce qu'ils avaient beaucoup de travail à faire à la maison. Donc, presque 30 ans plus tard, je suis venue à cette même salle pour la première colloque du Franco-Provençal international. Et ça a vraiment changé ma vie parce que j'ai commencé à penser beaucoup plus à les liens entre les deux groupes de Faitani en Amérique et dans les Pouilles et ce groupe ici dont on ne parle jamais à Faeto. À Faeto, on est vraiment ignorant normalement des autres locuteurs franco-provençaux. Et ça, c'est ça qui nous a donné l'idée d'essayer de former un lien, un réseau entre les locuteurs dans les différents endroits. Donc, l'équipe qui travaille sur ce projet, c'est assez grand et je ne pouvais pas y mettre des photos de tout le monde, mais ceux qui ont travaillé le plus, c'est Christiane, qui a plusieurs types de formations super importantes pour nous. Jonathan, qui est linguiste de terrain et sociolinguiste, qui est prof à Londres. Et moi, je dirais que je suis linguiste de terrain, mais aussi sociolinguiste labovienne. Ça veut dire que je fais des comparaisons statistiques très minuscules sur les différences de prononciation ou de grammaire entre les locuteurs, entre les genres, entre les styles, même d'un seul locuteur, et aussi entre les communautés. Maintenant, on passe à une diapositive faite par Jonathan, qui est beaucoup plus artistique que moi, pour expliquer ce projet qui a deux grands buts. Un, comme j'avais déjà insisté, c'est de lier les gens, les locuteurs de différents endroits qui ont en commun une variété de franco-provençal. Et l'autre est de faire une collecte à grande échelle d'échantillons de paroles et d'écriture écologiquement valables. Ça veut dire les échantillons de comment on parle et comment on écrit quand on est vraiment dans un acte de communication. Pas de traduction, pas des exemples qu'on donne juste à la linguiste qui vient visiter, mais entre locuteurs, locutrices, pour communiquer. Et ça peut servir et pour lier les communautés et comme une forme de préservation pour les communautés et pour la recherche. Donc, on est en train de faire ceci, ce n'est pas tout à fait fini, et on y arrivera peut-être demain. Peut-être la semaine prochaine quand je suis à Faeto. Et ça va être complètement ouvert à qui veut participer, qui veut l'utiliser. Et on a plusieurs idées d'applications de recherche, mais ça aussi reste ouvert en ce moment. Ce n'est pas vraiment un projet de recherche, c'est un projet de... est-ce que lier, c'est le bon mot? Lier les gens. Connecter. Donc, ce concept a été formulé au niveau communautaire, c'est-à-dire que les linguistes et les locuteurs et les associations qui existent pour soutenir les langues ont parlé ensemble et sont arrivés à cette idée de faire ce projet, de construire des ponts entre communautés en Europe et en Amérique du Nord pour sensibiliser les locuteurs à l'existence d'autres variétés franco-provençales, comme je viens de dire. Les gens à Faeto, ils ne savent presque rien
rien du franco-provençal d'ici. Et moi, parce que j'y ai passé tout longtemps là-bas, je connais presque rien sur les variétés d'ici du Nord. Mais on est toujours curieux, on me demande toujours, mais est-ce que le faïdar est différent que les franco-provençals de ce quartier ici? Et je dis, bon, je ne sais pas. Même à la première conférence internationale sur le franco-provençal, les gens qui ont présenté sur des différentes variétés franco-provençales ont aussi présenté sur des différentes parties de la langue. Donc, on ne peut pas répondre à la question quand on apprend qu'est-ce qui se passe avec les voyelles en France et avec le son de la lettre R en Italie et les pronoms sujets dans les pays. Ça ne donne pas une bonne base de comparaison. Mais avec un réseau social où tout le monde discute plus ou moins des mêmes thèmes et topics, on aura des données plus comparables. Et ça, c'est un des buts du projet. Et aussi, on veut faire penser aux différentes relations possibles entre le franco-provençal et la langue majoritaire. Donc, quand on a les lecteurs qui sont bilingues et parlent et le français et l'italien et l'anglais, qu'est-ce que ça fait à la langue, si ça fait quelque chose? Et l'autre partie du projet, c'est ce qu'on appelle la ludification, qu'on fasse du fun avec la communication. Et je vais vous faire voir comment les lectures seront encouragées à partager des réponses multimodales, c'est-à-dire le voix, le texte et le vidéo. Après qu'on crée ce système et on attire les participants, on va archiver et traiter les messages qu'on envoie. Ça veut dire que si on envoie un message par voix, on va le transcrire. Si on envoie un message de texte, on va peut-être l'enregistrer. Et on est en train de discuter combien on veut traduire, ou entre les langues majoritaires, ou entre les différentes variétés franco-provençales. Et on espère que ce modèle valorise la variation linguistique. Peut-être quand on voit combien de variations géospatiales existent, on aura moins peur de la variation qu'on voit dans son propre village. Et on verra que le franco-provençal, comme toutes les langues, a de la variation. Et ça, c'est tout à fait normal et c'est même systématique. Donc, juste pour représenter les endroits qu'on espère liés entre eux, et en Europe et en Amérique du Nord. Oui, une langue diapositive de texte, et puis on passe aux exemples. Donc, nos objectifs sont de concevoir, construire et fournir une plateforme d'agrégation des médias sociaux. La plateforme d'agrégation des médias sociaux, je l'appelle le truc, qu'on est en train de créer, le truc, à travers laquelle les lecteurs franco-provençaux de différents pays peuvent échanger des messages de manière multimodale par la voix, le texte et la vidéo sur la plateforme, les plateformes de médias sociaux existantes. Donc, on ne va pas créer de nouvelles plateformes et essayer d'attirer les gens à un nouvel outil, mais d'employer les outils qui s'emploient déjà. On a commencé avec WhatsApp. En effet, on a commencé il y a 5 ans avec Facebook et Instagram, mais entre-temps, il y avait le Covid et le travail s'est arrêté et il y avait le changement de règles de Meta et il n'est plus facile il est difficile de tirer les
données de l'Instagram et de Facebook. Donc ça, c'est quelque chose à faire dans le futur. Parce qu'en Amérique du Nord, on n'utilise presque jamais WhatsApp. Les jeunes utilisent Instagram, les plus vieux utilisent Facebook. Donc si on veut vraiment créer un réseau de divers groupes, il faut plusieurs outils. Ah, et ça me fait penser à une autre chose très importante, c'est l'idée de lier les plus jeunes et les plus vieux. Parce qu'en plusieurs de ces communautés, on a les plus vieux qui ont de bonnes connaissances de la langue et les plus jeunes qui ont de bonnes connaissances de la technologie. Et donc, ça peut créer des partnerships et encore un autre endroit où on peut employer le franco-provençal. C'est en discutant comment participer, comment vraiment envoyer les messages avec les beaux vidéos, etc., etc. OK. Donc, on veut construire une archive de contenu comprenant des traductions entre le franco-provençal et les langues de contact, ainsi que des traductions selon les modalités orales, visuelles et textuelles qui sont envoyées par les locuteurs, locutrices, et intégrer dans la plateforme aussi des modules d'apprentissage et de pratique des langues pour faciliter la création de contenu. Donc, si on veut employer ce système dans une école, dans une cours de langue, on veut avoir des outils, des petites grammaires, des dictionnaires, des traducteurs, n'importe quoi comme ça, qui peut aider à construire les messages si on est apprenant au lieu de locuteur très avancé. Et on propose cette plateforme comme modèle open source pour l'adaptation à d'autres contextes linguistiques. On est en conversation avec un groupe canadien d'Inuit qui s'appelle Pinakwak. C'est un groupe qui crée des outils pour la langue Inuktitut, qui sont des outils en ligne parce que les locuteurs de l'Inuktitut sont très ils sont distants les uns de l'autre, donc l'Internet, c'est vraiment super important. Donc, ils sont très avancés avec les projets à soutenir les langues par l'ordinateur. Et de développer un programme de recherche mutuellement bénéfique, y comprenant une analyse sociolinguistique des contributions et des observations de si et de comment un consensus se construit sur la manière d'écrire le franco-provençal. Donc, je vais en parler un peu plus dans un moment, donc je me laisse pour maintenant. Et si les efforts de revitalisation de ce type engendrent des changements dans les attitudes et les pratiques linguistiques. Donc, si on voit leur langue maternelle, leur langue minoritaire, à l'Internet, sur un site web, qu'est-ce que ça peut faire pour l'attitude, le sens qu'on a de la langue. Et aussi, je suis curieuse de savoir si une variation socialement significative émerge à mesure que des locuteurs de différentes variétés entrent en contact les uns avec les autres. Donc, est-ce qu'il y aura une variété qui sera acceptée comme le cible? Ou est-ce qu'on va continuer à se communiquer avec leur propre variété? Donc, pour initier ce lien, on a créé plusieurs défis pour encourager les gens à avoir quelque chose de très facile pour répondre. Parce qu'on a entendu parler d'un projet au Mexique, je crois, non, où il y avait un groupe de locuteurs de langue minoritaire et il y avait un petit groupe de lycéens qui voulaient plus utiliser leur langue. Et les professeurs ont dit, bon, on va avoir un projet où vous allez envoyer des Twitter. Il faut le faire 3 fois chaque semaine. Et comme ça, vous aurez une bonne note dans mon cours.
bon, on est content d'écrire des Twitter dans notre langue indigène maternelle, mais on ne sait pas de quoi parler. Donc, c'était vraiment difficile de faire ce qu'il fallait parce qu'il n'y avait pas de direction de ce qu'il faut communiquer. Donc, on a décidé qu'au moins au début, on va offrir des défis. Donc, par exemple, quel est un plat typique franco-provençal qui vous plaît? Et sur le site web, on a créé un truc où on peut choisir la langue dans laquelle on va voir le site. Donc, on a des petits problèmes techniques pour y mettre des drapeaux, comme le dernier là, qui est le drapeau du Fayeto, parce que le API qu'on emploie n'a que les drapeaux nationaux, mais on ira. Et on peut choisir la langue à voir. Donc ici, c'est en français. Et on attend des réponses comme ceci. Quelqu'un qui enregistre le me dire que me piace de me a été le muliatz de Manille. Et peut-être avec une belle photo. Dès que maintenant, les réponses qu'on a ne sont pas exactement ce qu'on attendait. On a exactement coucou et eat tacos on a boat à Manhattan. Donc, c'était juste pour voir si le système fonctionne. Et pour chaque réponse, on va ajouter un tag avec le nom du défi et un tag pour indiquer de quelle région vous venez. Et comme ça, dès qu'on... Moissonner. Ah, parfait, oui. Moissonner les messages, on peut les diviser en catégories facilement. On ne va pas demander d'autres renseignements personnels des lecteurs. Donc, ça c'est un de mes locuteurs faïto préférés qui chantait un faïda sur Instagram, je crois, et quelqu'un l'a mis aussi. Donc, une des choses qu'on veut faire, c'est ce que j'appellerais la gamification. On va avoir des petites compétitions, donc on peut indiquer combien de posts on a de chaque région, et on voit que jusqu'à maintenant, les Savièses sont beaucoup plus fortes que n'importe qui d'autre, donc à vous de changer ça. Bon, une chose qui est peut-être dans vos esprits et qui nous inquiète un peu, c'est le problème d'écrire une langue qui est plutôt orale. Donc, une petite sommaire de ce que j'en sais de l'orthographie franco-provençale. Il y a plusieurs normes régionales distinctes proposées et d'autres régions qui n'ont même pas d'orthographie proposée. Les tentatives de normalisation orthographique supralocale, c'est-à-dire qui sont pour un groupe plus grand qu'un seul village ou une seule région, ont été largement rejetées par la plupart des linguistes qui travaillent sur le franco-provençal, les centres de revitalisation, ainsi que par certains locuteurs qui sont mis à écrire en franco-provençal. Cependant, de telles initiatives restent populaires parmi un petit nombre de jeunes militants pour la langue et le besoin d'une communication plus large entre les locuteurs franco-provençaux a récemment motivé la création d'une orthographe simplifiée, d'où d'ici. Et avec l'emploi de plus en plus des nouveaux médias comme WhatsApp, Facebook, etc., et il faut vraiment parler de ce qu'on peut faire avec l'écriture et l'orthographie. Ça, c'est une image du premier WhatsApp que j'ai reçu, écrit en fadar, d'une jeune fille de 16 ans qui m'a envoyé une photo. Elle dit, elle a photographié Petite Amande. Donc, pour moi, ça, c'était vraiment un moment choquant de recevoir un texte WhatsApp écrit en fadar. Et puis, le mois dernier, j'étais en train, le mois dernier, j'étais en train de réserver un Airbnb à Fayeto parce que le petit hôtel était plein.
Mais maintenant, il y a 2 Airbnb, 2 salles.